Bonjour à tous. Donc, quatrième semaine du vrai Ségur de la santé. On est mardi. Une session très importante, très attendue sur la santé mentale. Le vrai Ségur de la santé, comme vous le savez, c'est des auditions pluriquotidiennes depuis le 14 février qui se déroulent jusqu'à fin mars, ponctuées par deux choses. Le 26 mars, une énorme action menée par le collectif Santé en danger en faveur du handicap avec un rassemblement à Paris. Le dossier de candidature de la manifestation est déposé en préfecture. On fait ça sérieusement, mais on a besoin de tout le monde pour cette échéance-là. Et enfin, surtout, le 27 et 28 mars, 2 jours de congrès à Paris, dans Paris, intramuros, pour la restitution des conclusions du vrai Ségur de la santé aux professionnels et surtout aux équipes santé et ou aux candidats à la présidentielle, dont je ne ferai pas partie, malgré mes 21 parrainages, dont nous sommes très fiers. Alors aujourd'hui, une des sessions, parce qu'il y en a plusieurs, consacrée à la santé mentale. Alors, comme Christelle Baldé a fait l'appel pendant le générique, je sais que Florence est là, je l'ai vu passer. Florence est là. J'ai vu placer Éléonore. J'ai vu Camille, je ne sais pas si elle est là. Camille est là? Alors, c'est ce soir, Camille. Ah, Camille, c'est ce soir, d'accord. Et donc, ce midi, on a aussi un médecin psychiatre avec nous, non? Bonjour. Oui, David Masson qui est là. Enchanté, David, si je peux me permettre de vous appeler David. Oui, donc, en fait, d'accord. Donc, moi, j'avais dans mon listing 4 intervenants, mais Camille, c'est ce soir, alors. Oui, c'est ça. Oui. Camille, elle ne sera pas là ce midi. Alors, David, Éléonore et Florence, pardon, session consacrée à la santé mentale. Alors, la santé mentale, je vais pas y aller par 4 chemins. J'avais prévu ma petite introduction. On a beaucoup entendu parler de la santé mentale pendant la période de pandémie de Covid, puisqu'on s'inquiétait sur l'état de la santé mentale en France et du retentissement notamment sur les enfants et les adultes. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ce qu'on ne savait pas, c'était que la santé mentale, en fait, on le savait, mais la santé mentale était aussi un domaine complètement sinistré dans l'organisation du système de santé en France par manque de tout, manque de moyens, manque d'argent, manque de personnel. Et alors moi, ça me faisait rire quand on disait « Oh là là, la santé mentale », puisque sur des plateaux télé, j'avais coutume de répondre « Bah ouais, mais de toute façon, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas assez de monde. Cette filière-là, on ne s'en occupe pas assez. » Et en l'occurrence, les psychologues, eux, se battent notamment pour avoir un accès à leur exercice plus simple que ce que prévoit la loi maintenant. Et de toute façon, pour aller un peu plus loin dans le sujet, il n'y a rien de mieux que d'interroger des professionnels comme aujourd'hui. Je vous demanderai d'essayer d'aller très vite sur le constat et les problématiques actuelles pour qu'on puisse quand même échanger le plus possible sur les solutions à mettre en place. C'est vraiment l'ADN du vrai Ségur de la santé, proposer des choses en espérant qu'ils viendront piocher dans notre banque d'idées. Alors, David, vous ne m'en voulez pas, mais il y a 2 femmes. Alors, on va faire… puis la journée de la femme, c'était il n'y a pas tellement longtemps. Puis il y a plein de trucs sur la femme. Hier, les candidats, ils parlaient de la place de la femme dans la société, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus. Alors, forcément, on va d'abord laisser les filles se présenter. Et puis après, on fonctionne sur des mini-tables rondes qui se succèdent. Et vous êtes libre. Moi, je fais un peu l'animateur. Voilà. Donc, Éléonore, allez, Éléonore, on te connaît bien. Je te laisse te présenter, faire une petite introduction. Ensuite, on laissera parler Florence, puis quand même David. Merci beaucoup, David, d'être là. Éléonore, si tu es là, on t'écoute. Oui, bonjour. Alors moi, c'est Éléonore Baird, donc je suis infirmière depuis 11 ans maintenant. J'ai été diplômée dans le nord de France, à Los, tout près de Lille. Oh, bah ça alors. Ouais. Mon petit. J'ai vécu à Los. C'est marrant. J'ai travaillé, donc j'ai commencé ma carrière d'infirmière au 59G21, le service du docteur Roland qui faisait de la psychiatrie citoyenne. Donc pour faire rapidement, c'était en gros un service de 10 lits, pas de service fermé, pas de contention, pas d'isolement et tous les soins se faisaient pratiquement à domicile ou intégrés dans la cité. Donc, je pensais que c'était partout pareil en France. Je suis arrivée dans le département 44 et là, c'était une autre ambiance. Très peu de soins développés dans la ville et tout à l'hôpital. Et c'était reparti, isolement, contention, bref. J'ai travaillé 8 ans dans une clinique où j'étais référente en éducation thérapeutique. J'ai quitté cette clinique il y a à peu près 2 ans. Depuis, je suis diplômée en réhabilitation psychosociale et mon dernier service, c'était en addictologie. Voilà. Addictologie dont j'aimerais, je ne sais pas si on aura le temps,
qu'on en parle aujourd'hui parce que la dictologie, c'est sinistré. J'étais en contact aujourd'hui même avec des responsables, des médecins qui bossent en addictologie. Enfin, c'est vraiment, voilà. Moi, j'étais Alors, sur pour Éléonore Berthe, quels Mmh. sont les gros problèmes aujourd'hui de ta filière et est-ce que toi, d'emblée, tu as des propositions à faire qu'on pourra… Non, j'ai pas envie de m'attarder sur c'est catastrophique, c'est complètement ravagé. J'ai pas grand-chose à dire sur l'état. Il n'y a rien à garder, en gros. Par contre, je veux bien parler des solutions. Bah alors, vas-y, tu peux nous mettre un petit peu l'eau à la bouche et puis Ouais. assez rapidement, puis après, on reviendra te voir, hein, de toute façon. D'accord. Alors, première solution pour moi en santé mentale, c'est qu'on est bloqué aujourd'hui dans une espèce de psychiatrie expérimentale où on fait des soins. Il y a 0 études qui sont faites dessus. On ne sait même pas si c'est bénéfique pour le patient. Il y a des soins clairement, enfin, si on peut appeler contention ou isolement comme des soins, où c'est clairement traumatisant pour les patients et ils ressortent de là et on doit les re-soigner parce qu'ils ont été traumatisés par l'hospitalisation. Enfin bref, on s'en sort pas. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'il existe un service de recherche sur les soins en santé mentale, si vraiment on peut s'inspirer aussi de tous les pays anglo-saxons qui ont fait des vraies études sur la remédiation cognitive, sur les soins de rétablissement, qu'est-ce que ça a apporté aux patients. Voilà. Est-ce que la sophrologie, ça sert à quelque chose? Comme les médicaments? D'accord. Donc, c'est très pragmatique ta proposition. Toi, ce que tu dis, c'est qu'en tant que professionnel dans ce domaine-là, tu manques de lien avec ce que moi j'appellerais une société savante. Oui. David, il va nous en parler. Mais la recherche existe forcément. Il y a des PU de psychiatrie, il y a une société savante de psychiatrie. David nous expliquera. Toi, aujourd'hui, tu aimerais être en lien avec cela et probablement avoir si je comprends bien, des conduites à tenir, des protocoles un petit peu étayés scientifiquement, c'est ça? Non, je veux pas de protocole. Non, je veux qu'il n'y ait plus de débat dessus, qu'il y ait des choses, c'est clair, net et précis, il y a des résultats, point, et qu'il y a d'autres choses, bon, on va peut-être laisser parce qu'on sait que ça marche pas. Éléonore, quand j'appelle protocole, je fais allusion, mais David en parlera, je ne veux pas m'inventer psychiatre, mais je fais allusion à, si tu veux, des procédures, des protocoles de prise en charge avec des choses qui ont été prouvées scientifiquement, qu'après on adapte et qu'on individualise évidemment à nos patients. Mais je parle de la même chose que toi. Merci Éléonore d'avoir lancé le débat. Je vais tout de suite passer la parole à Florence Brony qui va se présenter et puis qui va nous dire ce qu'elle en pense de tout ça. Et puis après, David, il va devoir résoudre tous les problèmes. Florence, tu nous entends? Oui, moi je vous entends et vous m'entendez. Attends, pourquoi je ne te vois pas? Ça y est, je te vois. Salut Florence, merci d'être là avec nous. On se connaît bien. Tu fais partie des personnes très impliquées dans le collectif depuis sa naissance. Grâce à des gens comme toi, on a pu interagir avec les structures organisées. Tu es responsable d'une association ou d'un syndicat, hein, de mémoire, c'est ça? Donc, je te laisse te présenter. Je vais nous présenter. Nous, c'est vrai qu'on est on est très mobilisés sur dès juillet 2020, quand tu as lancé le mouvement, Arnaud. Je salue du coup Marie Poussant qui est là aussi aujourd'hui avec nous et qui accompagne, et c'est vrai qu'il fait un relais très précieux au sein du SNUP, puisque du coup moi je suis présidente du syndicat national d'union des psychomotriciens. Je suis accompagnée aujourd'hui aussi d'un administrateur, du coup on est 3 du SNUP, Philippe Rambaud, psychomotricien en pédopsychiatrie aussi, qui est parmi les participants. Donc nous, on est vraiment là, sincèrement. Génial. Eh ben, écoute, je suis très content parce que hier, on avait un éducateur spécialisé qui a animé l'audition tout seul parce que il y a 2 autres personnes qui n'ont pas pu être là. Et ben voilà, je suis très heureux qu'on fasse vraiment des mises en lumière de vos métiers dont on parle un peu moins quand on essaye de parler de la santé. Et oui, les psychomotriciens, ils sont là. Voilà. Je connais bien votre profession, c'est super. Alors alors du coup, nous, très concrètement, le SNUP, c'est en fait, si on regarde le paysage en psychomotricité, le SNUP peut se définir comme une société savante, puisque nous organisons un congrès scientifique annuel depuis 50 éditions en 2023. En 2023, pardon, ça sera la 50e édition, et nous publions une revue scientifique qui s'appelle la revue Thérapie, Psychomotrice et Recherche,
pour autant, on ne peut pas se dire qu'on se satisfait de ce mouvement-là et que nous sommes autosuffisants, loin de là. Je rebondis sur la présentation d'Éléonore. On a absolument besoin de relais avec la psychiatrie, avec les recherches en physiologie, parce qu'on manque absolument d'outils pour, on va dire, on a des outils d'évaluation, mais que moi je trouve actuellement insuffisants pour une détection, une prévention, une prise en charge précoce des troubles. La santé mentale, alors voilà, on ne revient pas sur la situation voilà, catastrophique, hein, mais au-delà de ça, on pourrait développer des outils qui permettraient vraiment d'améliorer les parcours de soins et les parcours de vie. Par exemple, nous, on s'est mobilisés pour avoir un partenariat avec des laboratoires du CNRS qui font de la recherche sur l'appareil vestibulaire. Et leurs recherches montrent qu'il y a des corrélations entre voilà, les cycles hormonaux et l'appareil vestibulaire et je ne veux pas dénaturer leur travail, et l'anxiété également, entre le fonctionnement de l'appareil vestibulaire et l'anxiété. Et du coup, nous, rien que quand on nous dit ça, on imagine tout de suite qu'on pourrait pallier à certains parcours qui se psychiatrisent beaucoup trop vite par rapport à un premier relevé de dysfonctionnement physiologique qui pourrait être déjà diagnostiqué, détecté et éviter des entrées trop importantes dans la maladie, alors qu'en fait, on aurait eu les outils d'observation et de diagnostic de façon précoce, autant pour les enfants que pour les adultes. Si je traduis ce que tu dis en langage, tu dis que probablement qu'on manque parfois d'une approche plus somatique de certains troubles avant de les étiqueter trop vite, psychiatriques ou relevant d'une prise en charge de la santé mentale. C'est ça ton propos? On n'a pas assez d'outils du somatique, parce que même eux, en laboratoire, hein, ils disent bien qu'ils n'ont pas les outils de mesure suffisants pour pouvoir faire le lien, mais ils attendent des moyens, ils attendent de la recherche. Alors actuellement, c'est encore plus dramatique puisque le directeur du laboratoire avec lequel on est, il a dû arrêter ses recherches lui-même pour faute de financement. D'accord. Bon, alors comme ça, on est bien. Comme ça, c'est clair. Après, il y a d'autres initiatives. Ils peuvent s'appuyer sur des partenariats un peu privés. Là, ils organisent aussi. Donc, c'est un groupe qui s'appelle le groupe de recherche Vertige. Bon, c'est pas pour les mettre en avant, mais c'est pour dire qu'on a besoin absolument, professionnels, de ce lien-là. D'accord. Avec le somatique. Par ailleurs, nous avons travaillé avec Philippe et Marie sur nos besoins. Voilà, peut-être qu'on arrivera à leur donner la parole s'ils veulent complémenter à la fin, on verra. En tout cas, nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est que la prévention est impérative, essentielle, et une des choses vraiment efficaces pour améliorer le parcours de vie des patients et des familles. Hein. Un patient en psychiatrie, c'est toute une famille aussi qu'on a besoin d'aider et d'accompagner. On manque bien sûr, la question des déserts médicaux avec des listes. Florence, je te propose de passer la parole à David. Comme ça, on revient. Comme ça, tu en gardes sous le pied. Et hop, tu gardes sous le pied mes doléances. Voilà, c'est ça. David, vous êtes là? Vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Bon, alors, vous avez vu l'entrée en matière de Florence et Léonore. Alors, moi, j'ai retenu situation catastrophique. Alors, comme je ne veux pas qu'on aille trop dans le constat, peut-être quand même que David, vous nous direz en quoi la situation et l'organisation de la santé mentale aujourd'hui est catastrophique en termes de besoins et de manque de tout, premièrement. Je suis un peu étonné de la remarque d'Éléonore, mais c'est très intéressant, de ce manque qu'ont certains professionnels apparemment de lien avec ce que moi j'appelle en anesthésie, en réanimation, nos sociétés savantes qui dictent la manière dont on travaille dans tel ou tel domaine, en l'occurrence dans mon domaine, dans l'anesthésie, dans la réanimation. Et enfin, Florence, c'est vrai, je ne m'attendais pas du tout à tout ça. Elle fait un focus sur le somatique, effectivement. Enfin, je me souviens, moi, un petit peu, j'aimais bien la psychiatrie que j'ai étudiée, comme tous les docteurs. Je me souviens qu'il fallait quand même éliminer un problème somatique. C'était un peu la base de la prise en charge d'un patient en psychiatrie. Et parce qu'il y a pour expliquer aux gens, il y a plein de maladies organiques qui peuvent avoir une manifestation psychiatrique, mais qui révèlent en fait une maladie qu'on peut soigner autrement qu'avec des médicaments, par exemple. Et je suis étonné que Florence fasse un focus sur la recherche et sur le fait qu'on est en manque d'outils. Voilà. Alors, David, à vous de jouer.
Faites-nous une petite synthèse de tout ça. Et merci. Et ce n'est pas petit jeu, hein, donc on est là, on interagit tous les quatre sans problème. Très bien. Bon, bah, je vais essayer d'être concis, ça ne va pas être facile. En tout cas, merci de l'invitation. J'ai accepté l'invitation aujourd'hui, effectivement, pour amener un regard. En tout cas, il me semblait intéressant de partager avec votre collectif un certain nombre de constats, effectivement, qui ont déjà été pris, puis des propositions aussi, parce que je crois qu'on n'a jamais assez de lieu pour pouvoir reprendre un certain nombre de points qui sont extrêmement importants sur cette question qui apparaissent sur ces 2 dernières années absolument essentielles. Je dirais que c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que il y a une prise de conscience que c'est un sujet extrêmement important. Alors, je vais peut-être déjà me présenter le parcours parce que effectivement, c'est important de planter le décor. Donc, je suis le docteur David Masson, je suis psychiatre d'adulte sur Nancy. Je travaille en service public depuis une quinzaine d'années bientôt. Je suis responsable de centre médico-psychologique sur la ville de Nancy et je suis également responsable d'un centre de réhabilitation psychosociale. Donc un centre support de réhabilitation psychosociale qui à la fois propose ce type d'outils et les promeut aux équipes sur la région Lorraine et la région Grand Est de manière générale. Donc je suis très, très heureux d'entendre le parcours d'Éléonore où un certain nombre de points je me retrouve dans les intérêts qu'elle a. Je suis d'ailleurs aussi coordinateur d'éducation thérapeutique et de psychoéducation des familles. Donc ces points-là m'intéressent aussi plus particulièrement. Peut-être un point important de préciser le débat. Il y a un des points, on ne peut pas faire le synonyme santé mentale égale psychiatrie. Hein. Santé mentale, c'est quelque chose de beaucoup plus large. On a tous une santé mentale, en fait. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Elle peut être bonne, elle peut être moyenne, elle peut être mauvaise, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus général que simplement la psychiatrie. Et une santé mentale qui est mauvaise, elle peut nécessiter des soins psychiques, mais pas spécifiquement. Ce n'est pas un champ qui appartient uniquement à la psychiatrie. Je pense que c'est important de le souligner. Il y aurait une tendance effectivement à solliciter les psychiatres assez rapidement, ce qui est une bonne chose. Mais en même temps, faut qu'on mette quelques chiffres. Les troubles psychiques, rien que ça concerne 13 millions de personnes en France. Donc, on est déjà quand même sur une problématique extrêmement importante et très clairement, les services de psychiatrie n'auront jamais les capacités à absorber cet ensemble-là. Donc, il y a aussi un intérêt à réfléchir de manière globale comment accueillir la souffrance psychique, pas seulement en psychiatrie, mais en termes de société, en fonction des besoins des patients, des usagers et de leurs familles, parce que c'est ça qui compte. On est là pour les usagers, on est là pour leur famille, pas autre chose. Pour reprendre quelques éléments, donc je vous l'ai dit, 13 millions de personnes concernées directement en France. La densité de psychiatres, elle est d'environ 15 000 pour toute la France, ce qui n'est pas si mal que ça par rapport à l'OCDE. Cela dit, on a à peu près 1000 postes vacants partout en France. Hein. Il n'y a pas un hôpital, je crois, où tous les postes sont pourvus. Et ça, c'est un vrai problème en termes d'accessibilité aux soins et puis aussi d'inégalité. Hein. On a aussi une répartition des ressources psychiatriques qui sont très différentes d'un secteur à l'autre, qui entraînent de facto des soins de qualité inégale. Alors, pas forcément parce que les gens travaillent moins bien, mais s'il n'y a pas les ressources, c'est compliqué de pouvoir accéder assez rapidement à des soins de qualité. On parlait de prévention, c'est capital, un champ absolument à investir. La prévention, d'intervention précoce, plus on intervient tôt en psychiatrie, mieux c'est. Il faut savoir que la moitié des troubles psychiques apparaissent avant l'âge de 14 ans. Donc, il faut pouvoir aussi investir plus ce champ-là. On a un gros problème d'attractivité de la discipline, hein, pour vous donner le tableau. À l'ECN, donc l'examen classement national 2021, il y a 71 postes d'internes qui n'ont pas été pourvus, ce qui représente 13% des postes totaux sur toute la France. Ça veut dire qu'on va avoir un manque aussi de médecins psychiatres dans les années à venir. On a aussi un problème d'accessibilité de la discipline. On les voit dans les journaux, des délais de rendez-vous pouvant être extrêmement importants en fonction des régions, en fonction des lieux. Des fois, c'est plusieurs mois en pédopsychiatrie, c'est quelque chose d'absolument dramatique. Et puis aussi une stigmatisation de l'accès même à la santé mentale, puisqu'on sait que 50% des Français ont peur d'être jugés négativement s'ils parlent de leur santé mentale. Et de là à les consulter en plus, vous imaginez bien à quel point ça va être compliqué de franchir la porte d'un CMP, par exemple. Et David, est-ce que je peux rebondir? Bien sûr. Parce que
depuis 2 auditions, je prépare les auditions. Avant, je ne les préparais pas. Puis j'ai changé, je me professionnalise. Et donc j'ai imprimé les conclusions et les promesses, j'imagine, faites dans le cadre d'un truc qui a dû s'appeler les Assises de la santé mentale. Oui. En septembre dernier. De septembre 2021 ? Oui. Ah, d'accord, c'est intéressant. Et alors, je vous liste à tous les trois, enfin à l'audience. Alors, pour les psychologues, même si on en reparlera ce soir, prendre en charge pour l'ensemble de la population un forfait de séance chez le psychologue en ville. Bon, aujourd'hui, on sait que ça, c'est pas si simple que ça, que c'est compliqué. Prévention, ça va vous plaire à tous les trois. Développer des premiers secours en santé mentale dans tous les secteurs de la société. Ça, c'est pas mal quand même. Je ne sais pas s'il y a des mesures en face, mais c'est pas mal. Soins de premiers secours en santé mentale dans tous les secteurs de la société. Je trouve que ça, c'est très, très intéressant comme concept. Ça me fait penser un petit peu aux infirmières libérales qui disent « nous, on pourrait faire du premier secours en médecine générale ». Probablement que ça permettrait d'alléger des délais de rendez-vous un peu plus spécialisés. Ensuite, en ce qui concerne les enfants et les ados, créer une maison des adolescents dans chaque département, créer 100 places en accueil familial thérapeutique sur 2 ans. 100 places, moi, ça me paraît toujours bas, mais bon, voilà. Augmenter sur 3 ans de 400 équivalents temps plein en 2022-2024 les effectifs des centres médico-psychologiques infanto-juvéniles. Mais d'un autre côté, vous venez de nous le dire, David, si les postes ne sont pas pris, et quand bien même les internes, c'est encore un problème particulier. Mais je pense aussi à toutes les professions qu'il faut, tant qu'il n'y aura pas d'attractivité, j'imagine, parce que quand même, vous travaillez à l'hôpital public, donc le problème d'attractivité est le même et vous êtes concerné, on n'attirera personne. En psychiatrie adulte, augmenter sur 3 ans, et c'est là-dessus que je voudrais vous entendre, augmenter sur 3 ans de 400 équivalents temps plein les effectifs des centres médico-psychologiques en 2022-2024. Alors, si c'est une vraie mesure et un vrai projet, eh bien, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Je continue juste parce que ça va plaire à Éléonore et aussi à Florence. Créer 12 postes d'enseignants-chercheurs en psychiatrie supplémentaires entre 2022 et 2025. Voilà, 12 postes sur 3 ans, c'est quand même pas l'Amérique, hein, mais bon, enfin, ça a le mérite au moins d'être écrit. Peut-être qu'il en faut 3 fois plus, mais c'est toujours pareil. S'il n'y a pas d'acteur en regard, je ne vois pas où on peut aller. Et enfin, la recherche pour Léonore et pour Florence, créer, ça c'est pas mal, hein, créer l'Institut de stimulation cérébrale et le centre e-care de prise en charge et de recherche sur l'enfant. Bon, tout ça pour dire que si ça date de septembre 2021, attention, on sait comment ça se passe, les propositions, tout ça. J'ai quand même l'impression, en lisant cela, on s'assoit sur le fait que ce sera réalisé ou pas. J'ai quand même l'impression qu'ils touchent du doigt les problèmes ou je me trompe. Ils sont complètement hors jeu. David, et puis après Léonore et Florence, vous rebondissez. Ah, oui, je trouve voilà, qu'il y a des assises qui ont eu lieu à un certain nombre de propositions extrêmement intéressantes. Elles sont là. Je dirais qu'un des soucis, je prends l'exemple des CMP, par exemple, où on nous parle de 400 postes de TP non médicaux. Il y a environ 1500 CMP en France, qui représenteraient à peu près un demi-poste par CMP si on faisait une répartition équitable nationale. Un demi-poste en CMP, ça pèse pas lourd. Et en plus, un des problèmes importants, faut-il recruter? C'est le souci aussi, c'est-à-dire il y a un certain nombre de financements, c'est certain, mais si on n'a pas personne à mettre en face, ça ne résout pas le problème. Et un des aspects que l'on a dans le secteur public, je dirais que c'est un point de cercle vicieux. C'est-à-dire, moins vous avez de professionnels à un endroit, moins c'est attractif parce que les procès restants, ils absorbent le boulot de ceux qui ne sont pas là. Et puis, de fil en aiguille, il y a la perte d'attractivité, un rendement plus important, une qualité des soins aussi qui est forcément en baisse. Donc, si à un moment donné, on ne se pose pas aussi la question de comment on organise les soins pour répondre à une demande de plus en plus importante, mais aussi de s'appuyer sur les différentes ressources. Je vous donne un exemple. On sait qu'il y a 75% des dépressions qui sont traitées par le médecin généraliste. C'est très bien, mais encore faut-il que le médecin généraliste, il ait aussi des compétences à la hauteur de l'enjeu et qu'il puisse avoir les formations et le soutien des services de psychiatrie qui puissent répondre au mieux à on est gagnant-gagnant. Le patient a des soins plus vite, il a des soins de meilleure qualité, il n'y a pas forcément d'engorgement des services de psychiatrie et ça résout pas tout, mais il y a la question quand même du stratégique global et c'est pas en rajoutant un mi-temps sur un CMP, c'est un tonneau d'Anaïde derrière. Bien sûr. Et David, quand vous entendez, c'est très intéressant et donc on va
on va refaire les propositions avec des bons chiffres et on la donnera aux candidats à la fin du mois de mars. C'est la mission du vrai Ségur. Et d'essayer de faire le vrai Ségur. Parce que ça devait être un peu une sorte de Ségur de la psychiatrie, j'imagine. Donc, en fait, vous dites un truc fondamental. C'est de restaurer l'attractivité dans ces métiers-là. Ça passe par du monde et ça passe par des salaires corrects pour intéresser des jeunes à faire ces carrières-là. On tourne le problème dans tous les sens, mais souvent on retombe là-dessus. David, juste allez-y, pardon. Et ça passe aussi par la mise en valeur de très, très belles choses qui peuvent être faites en santé mentale et en psychiatrie. Je rebondis sur Éléonore sur la question de la réhabilitation psychosociale. Elle a pratiqué, à quel point c'est passionnant, à quel point ça apporte aux patients et aux familles. Enfin, moi, c'est un plaisir à faire. À partir du moment où je peux en parler, du plaisir de faire de l'éducation thérapeutique, etc., quand on transmet ça aux jeunes, on dit, mais vous pouvez faire un métier génial et utile. On n'est pas dans le contrôle social, quoi. Enfin, c'est tellement plus que ça. David, il faut leur faire regarder, on en parlait hier avec l'éducateur spécialisé, il faut leur faire regarder hors normes avec Reda Kateb. Non, mais Éléonore, dis pas non. Je trouve que c'est une manière de faire un focus sur les métiers du social intéressant. Juste une dernière question, David, et puis après, on écoute les filles parce qu'elles vont dire je fais exprès. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis vraiment interpellé par la remarque d'Éléonore quand elle dit « Ouais, mais non, on manque de lien avec finalement la société savante. » Enfin, moi, ce que j'ai traduit comme étant la société savante, j'ai envie de dire à David, mais enfin, les psychiatres qui bossent avec Éléonore, vous n'êtes pas en lien avec votre société savante. La prise en charge de la dépression en 2022, la prise en charge de la bouffée délirante aiguë, la prise en charge des troubles bipolaires, enfin, j'imagine qu'il y a des recommandations de vos sociétés savantes. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que c'est effectivement un point important. Il y a un certain nombre de recommandations de sociétés savantes avec qui je travaille directement en étant universitaire, dans un service universitaire. Il y a deux choses. Il y a déjà effectivement un aspect de la recherche en France qui reste encore peu soutenu. Alors, c'est noté dans les assises justement de la santé mentale, ça fait partie, c'est un des points dedans qui est spécifié, notamment en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il y a un certain nombre effectivement de recommandations de bonnes pratiques qui sont là et c'est très bien. Je dirais que le problème aussi, c'est la question d'organisation globale. C'est comment est-ce que ces pratiques, elles sont accessibles aux professionnels de terrain, comment est-ce qu'elles peuvent se les approprier, comment elles peuvent les mettre en place et comment elles peuvent améliorer les pratiques. Et là, malheureusement, c'est très, très dépendant, je dirais, des politiques, des établissements, des pôles, etc. Et où la proposition de soins va très, très dépendre de ces politiques. Donc ça, David, c'est quelque chose qu'on a entendu, qu'on entend régulièrement, et ça, les scribes, vous devez le noter, suppression de toute subjectivité éventuelle, politico-administrative, de bonne volonté ou de mauvaise volonté, qui aura un impact sur des disparités après. Enfin, ça, c'est un truc, c'est comme si on soignait mieux l'infarctus du myocarde à Paris qu'à Hénin-Beaumont. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et attendez, juste une dernière question, je vous jure. C'est quoi les centres e-care de prise en charge? C'est un centre à Paris. Hein. Là, je sais qu'ils sont spécialisés dans des soins spécifiques sur les troubles de l'humeur. Je pourrais guère en dire plus parce que je les connais de nom, mais pas directement. Ça fait très sexy. Bon, Éléonore, est-ce que tu es rassurée par tout ce qu'a expliqué David? Il a fait la synthèse, on a changé les chiffres, on a parlé de gouvernance, une fois de plus, on en revient toujours là-dessus. La gouvernance de la santé mentale n'échappe pas au dysfonctionnement de gouvernance que nous, on peut constater dans d'autres domaines. Gouvernance. Est-ce que tu me permets d'illustrer ça? Vas-y, je t'amenais la parole. Super. Par exemple, pour expliquer pourquoi mon besoin de savoir que c'est un soin efficace ou un soin pas efficace pour le patient selon sa pathologie, c'est parce que j'ai été référente en éducation thérapeutique pendant un peu plus de 4 ans. Du jour au lendemain, la politique de l'établissement m'a expliqué qu'on ne ferait plus l'éducation thérapeutique dans cet établissement et que pour continuer le soin des patients, il suffisait de leur proposer des coloriages et des manucures et je ne sais pas trop quoi. Les médecins, évidemment, n'étaient pas d'accord avec ça, sauf que c'était dans un établissement privé, donc il y avait un système de tarification qui ressemblait à la tarification à l'acte, c'est-à-dire que quel que soit le soin que je proposais, l'établissement était rémunéré pareil, sauf qu'en éducation thérapeutique, je prenais 8 patients et que pour faire des coloriages, je pouvais aller jusqu'à 15. Sauf que c'était rémunéré à la tête du patient. Transforme-moi ça en proposition, Éléonore.
Je veux des propositions d'amélioration. Qu'est-ce que nous, on écrit? Qu'est-ce qu'on défend devant les tutelles responsables de la psychiatrie de la santé mentale en France? Comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'on écrit? Où ces soins ont fait leurs preuves, déjà, on sort les soignants de l'hôpital. On ne soigne pas la santé mentale à l'hôpital. Ça ne marche pas. On les met juste à l'écart de la société par rapport aux crises, mais le reste, ça se fait au cœur de la famille, éduquer la famille, faire le lien avec le travail. Il y a toujours un référent handicap, par exemple, dans une entreprise au-dessus de 50 salariés. Donc, que le soignant, un soignant référent soit en lien avec un référent handicap pour aménager le retour à l'emploi suite à un burn-out, suite à un long arrêt maladie, à une dépression ou autre. Faire le lien avec le lycée ou le collège quand il s'agit d'un enfant scolarisé. Une fois que s'il vous plaît, trouvez un moyen, je ne sais pas comment faire, mais pour développer les soins relationnels pour les infirmiers libéraux. Et là, on débloque plein de choses. On débloque les soins en santé mentale à domicile. Attends, explique. Les soins relationnels, c'est quoi? Par exemple, ben justement, c'est ça qui est à identifier. C'est quoi un soin relationnel? Pour moi, la psychoéducation, c'est un soin relationnel. Par exemple, je propose un programme sur la confiance en soi. Pour quelqu'un qui a fait un burn-out, par exemple, et sa confiance en soi s'est effondrée, eh bien, j'imagine très bien, en tant qu'infirmière libérale, le médecin qui dit, ben voilà, avant votre retour à l'emploi, je vous prescris, je sais pas moi, 5 séances de renforcement de la confiance en soi pour un retour à l'emploi. Et là, on limite. Donc, en fait, toi, tu parles de fluidité entre les différents acteurs pour les échanges d'informations et les connexions. Moi, j'appelle ça de la fluidité. Et ça, on sait qu'en ville, il faut de la fluidité, de la fluidification, un choc de fluidité, de simplicité. Et en fait, tu parles de programmes d'action. Est-ce que je peux dire ça? Des programmes d'action un peu axés sur certaines thématiques. Et ce que j'aime beaucoup dans votre discours à tous les trois, c'est en fait, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a beaucoup de choses qui se soignent dans l'environnement naturel et que votre objectif à vous, c'est de permettre aux gens de poursuivre leur vie. Et c'est vrai que c'est tellement évident que par définition, en dehors des crises, comme tu l'as dit, vous devriez être en dehors de l'hôpital finalement. Parce que il faut, ok, bon, c'est passionnant. Merci, c'est passionnant. Florence. Le soin psychiatrique, ça se passe surtout et avant tout en ville, en fait. D'accord. Vas-y, alors Florence, est-ce que tu es rassurée par la synthèse de David et Léonore qui a mis le doigt sur plein de trucs? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Les psychomotriciens dans tout ça? Donc, nous, la psychomotricité, donc cette spécialité de rééducation a été construite pour être justement dans les écoles, dans les classes, au départ, historiquement. Donc, autant dire que c'est, voilà, pour nous, le terrain, il est clairement là. Moi, je voudrais rajouter à ce qui est mis en avant qu'on a besoin de mieux structurer la formation, de la renforcer. La formation des professionnels, hein. La formation des professionnels, absolument, surtout de tous les professionnels paramédicaux qui vont aller au quotidien, au chevet du patient et qui sont coordonnés par un médecin pour pouvoir encadrer. Ce qu'il faut avoir en tête, Florence, qui c'est qui pourrait, excusez-moi de vous interrompre, hein, mais ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour aller au bout de la formation. Qui c'est qui aujourd'hui pourrait assurer ces formations-là? Qui devrait les faire? Mais les établissements, il n'y a pas de problème. D'accord. Enfin, je veux dire, on a les moyens, on a les infrastructures. Il faut juste augmenter les quotas et donner les moyens aux gens de travailler correctement. Ça, c'est pour la formation. Attends, je pensais à un truc, tu m'as coupé. Ça y est, excuse-moi. Tu parlais de la formation, renforcer la formation des paramédicaux, des intervenants. Voilà, alors oui, ce que je veux dire, c'est que le soin en psychiatrie, c'est avant tout du temps, en fait. C'est des séances régulières, c'est pas une séance de 10 minutes, c'est une séance de 3/4 d'heure, c'est ce qui coûte, en fait. Et il faut absolument que dans le retour que vous fassiez,
vous rappeliez que cette implication temporelle, la régularité des rendez-vous, etc., c'est un facteur de soins en tant que tel. Et c'est un facteur de soins qui doit pouvoir être mis à disposition de la population, parce qu'on a des patients qu'on va pouvoir, qui vont louper un rendez-vous sur 2 pendant 1 an et qui après vont rentrer dans le travail. Mais du coup, ces éléments-là, il ne faut pas que ça soit préjudiciable ni pour le soignant, ni pour la structure. C'est parce que le patient, eh ben, il va mettre ce temps-là pour avoir accès à son soin. Voilà, c'est quand on dit c'est difficile d'y avoir accès parce que parce qu'on n'a pas envie d'être stigmatisé, parce qu'on a tous les préjugés psychosociaux sur ce que c'est que la pathologie mentale ou sur notre difficulté, nos difficultés à vivre, la conscience qu'on a de nos difficultés. Bon. Donc ça, c'est extrêmement important dans les doléances, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une tarification et une prise en compte de cette dimension-là du soin, qui n'est pas un soin à l'acte seulement, qui est à l'acte dans le temps. D'accord. C'est très intéressant parce que ça, c'est très pratique. Il faudra vraiment que tu nous redises, je ne sais pas si les scribes ont bien compris, mais je pense que là, tu mets le doigt sur quelque chose de très important, parce que si j'ai bien compris, tu nous dis presque que en fait, la tarification du soin, telle qu'elle est habituelle pour du soin somatique un peu classique, elle n'est pas forcément adaptée dans votre pratique. C'est un peu ça qu'il faut comprendre? Non, elle ne peut pas s'adapter dans la… Elle ne peut pas s'adapter. Elle ne peut pas s'adapter parce que… Or, aujourd'hui, bien sûr, voilà, d'accord. Or, aujourd'hui, c'est le même système. Schémas, on a tous compris. Si tu as un soin, il faut que ton interlocuteur soit là toutes les semaines, que toi, bien sûr. Tu être disponible ou pas pour y être, c'est tout. Je me souviens d'une… je vais vous parler d'un instant vie personnelle, mais on est dans le sujet. Moi, j'ai fait un gros coup de mou il y a une dizaine d'années, mais pas bien du tout, hein, dans un contexte de trop de travail, de trop de garde. Ma garde alternée était assez récente et donc je faisais 4 gardes une semaine sur 2. Et un jour, je suis rentré chez moi, je ne savais plus où j'habitais, je ne savais plus qui j'étais, c'était la catastrophe. Et donc, en fait, j'ai vu un psychiatre à qui j'ai expliqué que non seulement je ne pouvais pas arrêter de travailler, mais que je travaillais énormément et que je n'avais pas le choix, mais que là, je n'arrivais plus à mettre mes lacets le matin quand je partais de chez moi. C'était la catastrophe. J'avais l'impression d'avoir fait un reset total. J'ai vraiment eu très, très peur. Et donc, bon, il m'a diagnostiqué une dépression. Heureusement, il ne m'a pas mis en arrêt, mais moi, je serrais les fesses. Mais bon, j'ai réussi à ne pas m'arrêter en faisant très attention. Et ce que j'avais beaucoup apprécié, puis je m'en suis sorti, mais là où je voulais en venir, c'est que ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est comme il avait senti chez moi quand même beaucoup d'inquiétude, alors que je manie la chimie des médicaments tout le temps, mais que là, j'étais terrorisé à l'idée de prendre un psychotrope. C'était la première fois de ma vie. Il m'a appelé la semaine qui a suivi, il m'avait expliqué les effets progressifs du traitement quasiment de jour en jour, et il m'appelait. Et à l'époque, je m'étais dit, mon Dieu, mais quelle gentillesse. Il m'appelait régulièrement, plusieurs fois dans la semaine, pour savoir comment j'allais, si je supportais le traitement, si j'arrivais à bosser, à me donner des conseils, etc. J'avais trouvé ça remarquable. Et c'est vrai que j'y ai longtemps pensé. Puis moi, j'avais pris ça comme un acte de bienveillance d'un médecin envers un autre médecin. Peut-être je ne savais pas trop. Voilà. Et je me dis avec le recul et en vous écoutant que ce temps qu'il m'a accordé, ça faisait belle lurette que j'étais plus dans son cabinet avec son ordonnance et l'acte que je lui avais rémunéré. Et ce temps-là… je ne vois pas tellement comment lui, il pouvait le valoriser. Or, c'était du travail de soin. Alors, David, le système de santé de demain, il doit être porté pour nous par 3 items fondamentaux. L'éducation, on en a beaucoup parlé ce midi, l'éducation qu'on peut décliner sous toutes ses formes, thérapeutiques, des enfants à la santé, des adultes à la santé, des futurs parents à la parentalité, l'éducation est, je pense, un maître mot qui aujourd'hui n'est pas assez présent, ou en tout cas, même s'il il est mal présenté dans le système de santé. Et surtout, alors, éducation, prévention, je vais y revenir, et développement durable, préservation des écosystèmes. Sur l'item prévention, on est tous d'accord qu'il faut conseiller aux gens d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, de ne pas être trop gros, de faire du sport, etc. Mais en fait, c'est pas très fort. Et alors, le truc le plus dingue, c'est là où je retombe sur mes pattes, hein, David. Oui. La dictologie. Pourquoi, depuis que j'ai créé le service pourquoi, depuis que j'ai créé le service social collectif sont en danger, pourquoi, depuis que j'ai créé le collectif sont en danger, je suis abreuvé de témoignages de gens qui travaillent en addictologie et qui disent
au secours, on va fermer, on n'a personne, on ferme les lits, on arrête, ça ne va pas. Mais alors que là, on est en lien direct avec la préservation de la société. C'est pas que l'alcoolique, c'est l'alcoolique, mais c'est surtout qu'on est vraiment dans la prévention. Pourquoi, David, à tes yeux, toi qui es psychiatre, qui a beaucoup de recul et tu nous as fait ta belle présentation, pourquoi la dictologie, elle est abandonnée comme ça en France? Elle est abandonnée, enfin, comment dire? Je pense que c'est un sujet extrêmement complexe, la dictologie. Il y a l'aspect, effectivement, à la fois de… Enfin, ça rejoint plusieurs champs. Ça rejoint le champ de la santé, ça rejoint le champ de la prévention, ça rejoint le champ du social, du judiciaire, et c'est extrêmement complexe. J'ai cru que tu allais nous dire ça rejoint le champ des lobbying. Non, si, ça l'est aussi, cela dit, ça l'est aussi. Hein. Non, disons que tout dépend aussi comment, d'un point de vue… Là, il y a un vrai enjeu politique, et notamment les discussions actuelles sont très centrées sur l'aspect de la répression des personnes qui consomment. Alors, on peut peut-être préciser les propos, quelqu'un qui consomme de l'alcool, qui consomme des drogues, etc. Il ne fait pas pour, je dire un peu de manière triviale, il ne fait pas ça pour embêter le monde. Il fait ça parce que c'est un comportement qu'il a à un moment donné pour répondre à un problème donné. La plupart des gens qui consomment savent très bien que c'est délétère pour leur santé, mais c'est la solution qu'ils ont trouvée à ce moment-là, peut-être pour aller moins mal. Voilà. Donc, il faut le préciser. Et le fait de pouvoir sanctionner, de réfléchir uniquement sur l'aspect répressif de la consommation et de la circulation des produits me semble complètement contre-productif. Elle l'est, puisqu'elle a montré son inefficacité dans d'autres pays, et malheureusement, on a tendance à rester dans cette voie de la répression à tout prix. Ça, c'est un problème. Ce qui entraîne aussi une forme aussi de stigmatisation, c'est-à-dire c'est pas forcément évident qu'on consomme du cannabis ou des drogues, ou voire même aussi que c'est une forme de banalisation, en prenant pas forcément en compte la dangerosité. Alors, quelque chose d'important en psychiatrie quand même, parce qu'on sait que le cannabis, c'est un des facteurs de risque de décompensation d'une schizophrénie chez quelqu'un qui porte une vulnérabilité. C'est dire à quel point c'est un sujet important. Et ça, David, moi, je le sais, pour plein de raisons, de mes études et d'un contexte familial. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu et qui souvent est contesté. Hein. Mais ce que vous venez de dire là, c'est un message qui est fondamental. Les jeunes, sachez que le cannabis, ce n'est pas anodin et que ça peut faire décompenser une maladie mentale qui va vous bousiller la vie. Ah oui. Voilà. Je referme la petite parenthèse. C'est pour ça que j'en profite pour passer le message. Parce que… Ouais, bravo David. Mais bravo, parce que si tu veux, moi, pour être confronté à des ados, j'ai des ados, si tu veux, on les informe, mais en fait, ils pensent que le cannabis, c'est comme la cigarette et c'est comme l'alcool en soirée. Non, le problème, c'est que ça peut foutre des vies par terre. Et moi, je suis très mal à l'aise. Bon, on va s'éloigner du sujet. Mais sur le sujet de libéralisation du cannabis, ça me fout en rage. Et je deviendrai méchant avec les gens qui disent il faut légaliser. Non, il ne faut pas légaliser. Faut pas légaliser. Une seule schizophrénie évitée, c'est une vie qui est sauvée. Je pense qu'il ne faut pas légaliser. Voilà. Moi je le dis, il ne faut pas légaliser. Et tant pis si je suis traité de quoi que ce soit. Tous les gens qui parlent de ça sont des incompétents. Voilà. Je l'ai dit pour me faire des potes. Je te rends la parole, David. Donc voilà, la question de la dictologie, Éléonore en parlera aussi, c'est la question effectivement d'un certain nombre aussi de recommandations qui sont, je dirais pareil, en psychiatrie, pas forcément, ça dépend des lieux, où les propositions de soins peuvent être très très variables en fonction des affinités, des souhaits, etc. C'est un problème qu'on a en psychiatrie, je me répète, mais c'est tellement disparate qu'on a une grosse inégalité en termes d'accès aux soins et de soins proposés. Et malheureusement, tant qu'on ne se posera pas la question à un moment donné de ce qu'il faut proposer et de faciliter, je dirais, une harmonisation. Alors, je ne dis pas qu'il faut tous faire pareil, mais de pouvoir proposer les meilleurs soins possibles. On doit tous avoir les mêmes chances. David, quand bien même on ne propose pas tous pareil, qu'on habite à Metz, ou qu'on habite à Périgueux ou à Trégastel, Perros-Guirec, on doit tous avoir les mêmes chances de prise en charge. Et on ne dit pas aux gens qu'ils doivent tous faire pareil. Mais si tu veux, pour moi, il est inaudible, entendre qu'on a des inégalités de traitement
par inégalité de vision de la chose ou par inégalité de volonté politique, moi, ça me rend malade, ça me rend fou. C'est comme si, encore une fois, en Bretagne, les enfants, ils étaient nuls à l'école parce que les profs, ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais que dans le Massif central, il y avait des gens qui étaient intéressés par l'école et du coup, les enfants, ils étaient bons. Enfin, on parle de la santé. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas la place pour la vie. Alors, attention, c'est la vie est l'apostrophe, AVIS. On ne demande pas l'avis des politiques et des volontés administratives pour dire, voilà, il faut faire un programme de santé. On ne demande l'avis de personne. C'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. Et tu vois, quand on prend tous notre bagnole, on ne nous demande pas notre avis de savoir si on a le droit de griller le feu rouge ou pas. Il y a des règles et ça choque personne. Donc moi, je pense que la santé, il devrait y avoir des règles et des règles d'accès à tous de la même manière. Et enfin bon, voilà. Et Éléonore, parce que, alors attendez, je fais il est 13h01. Là, c'est notre moment scribe. On a dit plein de choses. Il faut qu'on reprenne. Les scribes, Florence et Éléonore, elles ont parlé de la recherche. Et David l'a dit aussi. Ça existe, mais c'est insuffisant. On pourra s'appuyer sur les propositions des assises, mais alors il faut les démultiplier. Attractivité, revenus, nombre de postes, etc. Éléonore, David et Florence ont aussi parlé de manque de simplicité, de fluidité pour l'exercice du travail, dans la manière de le faire, avec le lien avec les sociétés savantes. Vous avez dit ça, vous avez parlé d'une situation vraiment catastrophique sur le territoire. Vous avez abordé, David l'a dit plusieurs reprises, une inégalité d'offres sur le territoire, ce qui est pour moi scandaleux. Donc, suppression des inégalités sur le territoire. Bon, je ne crois pas qu'on ait oublié grand-chose. Éléonore, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu étais ministre de la Santé, Éléonore, tu es ministre de la Santé demain et on t'a confié le dossier santé mentale, psychiatrie. Et je te rappelle quand même qu'il faut résoudre un problème. Hein. Ce n'est pas que le problème des infirmières ou des psychomotriciennes. David, il a dit, il y a 71 postes d'internes qui ne sont pas pris. Donc, on va manquer de psychiatres. Juste en 2021. Alors, Éléonore, vas-y. Comment tu veux que je parle d'autre chose que la profession d'infirmière alors que je suis infirmière? Je parle pour les infirmières. On est disruptif dans le collectif, on est disruptif, tu dois t'adapter. Voilà. Disruptif. Je vais quand même dire les trois. Oui, non mais je plaisante. Ce qui te tient à cœur, vas-y. Ce qui me tient à cœur. Alors, premièrement, on sort les infirmiers des hospitalisations. Vraiment, on les met dans les CMP n'importe où, à domicile, mais on trouve le moyen de les sortir de l'hospitalisation. Mais il en faut quand même pour ceux qui font des crises aiguës. Ouais, un quart. D'accord. 3 quarts à l'extérieur. Ensuite, on trouve une satanée nomenclature pour les soins relationnels. Et là, c'est pas que pour la santé mentale, ça marche aussi pour les infirmières, pour les soins palliatifs, et ça marche aussi pour les puéricultrices. Alors, ça serait juste formidable. Et troisième, évidemment, prévention, éducation à la santé, parce que faire déplacer des flics dans les lycées pour dire que c'est pas bien de fumer, aujourd'hui, on sait, ça ne marche pas. Par contre, quand on va voir des jeunes plusieurs fois dans l'année et qu'on les met notamment dans la position de soutien des copains. Ton copain, par exemple, t'as appris qu'il fumait du cannabis, qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider? Ça marche. Et en plus, ils savent l'appliquer à eux-mêmes. Voilà. Et Florence, même question. Tu es ministre des psychomotriciennes. Tu as les pleins pouvoirs pour interagir avec David, avec Éléonore. Tu as les pleins pouvoirs. Qu'est-ce que tu fais? 3 trucs. Donc, moi, comme on l'a redit, je me rapproche aussi du ministre du Travail pour rappeler que tout ce qui va être investi dans la santé mentale va être récupéré dans la case travail pour le pays et que ça, c'est hyper important. On n'en parle jamais de ça. On n'en parle jamais. Enfin, à ma connaissance, on n'en parle jamais. Tous les investissements de santé mentale sont autant de retombées sur le PIB. C'est-à-dire que quand on prend en charge des enfants parce qu'ils ont une phobie scolaire, c'est autant de femmes qu'on laisse à leur travail. Quand on prend en charge des personnes dans les hospitalisations de jour pour personnes âgées, etc., c'est autant de familles qui peuvent travailler sereinement, correctement, sans avoir à quitter leur poste pour X ou Y raison.
Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, je développe la recherche pour avoir accès à des outils de prévention. Et je forme les professionnels de terrain les plus au contact des enfants, c'est-à-dire les enseignants, les puéricultrices, etc. Les enseignants, ils sont censés faire de l'inclusion avec des profils d'enfants autistiques sans avoir jamais entendu parler de ce que c'était qu'un profil d'enfant autistique, ou sans avoir jamais entendu parler d'hypersensibilité sensorielle. Donc, autant vous dire que c'est juste, c'est impossible, c'est juste impossible. Les gens n'ont pas les moyens. Donc, tu es en train de nous dire que Zemmour a raison? Que Zemmour a raison? Zemmour, il a dit qu'il ne fallait pas faire… il a un peu raison, en fait. Non, mais il n'a pas raison idéologiquement, mais en pratique, il a un peu raison parce qu'on n'a pas les outils. On n'a pas suffisamment d'outils. On en a. D'accord. On en a pas suffisamment. On est quand même en mesure de faire de contribuer à des diagnostics, d'avoir des éléments. Voilà. Ensuite, eh bien, on crée un réel tissu social de soutien avec les médecins, les paramédicaux, les rééducateurs, les aidants, les familles, les assistants sociaux, je le redis, les assistants sociaux. Voilà, on fait un tissu. Bah, c'est génial. Et puis, on fait un groupe WhatsApp et on se parle. Non, non, mais je plaisante à moitié. On supprime les strates administratives entre les travailleurs sociaux, les psychomotriciens, les infirmiers, les enseignants, David et ses copains psychiatres, et voilà, et on est fluide. David, 2 minutes de synthèse, comme ça, après, on vous pose des questions. J'ai droit à 3, c'est ça? Ouais, tu as droit à 3. T'es ministre. Je connais 3, c'est compliqué. Ne rigole pas, David, ne rigole pas. Je connais très bien un psychiatre que vous connaissez tous et je ne vais pas le nommer, qui rêverait d'être ministre de la Santé. Donc, c'est une situation possible. Ouais. J'ai droit qu'à 3? Essaye parce que… Mais t'inquiète, s'il y a d'autres trucs, on prévoira une session. J'essaye, mais c'est pas exhaustif du tout. Déjà, c'est penser la santé mentale pour tous, pour la population générale, prévention, soins et réadaptation, et de mettre le patient et sa famille au centre du dispositif. Déjà, tout à l'heure, j'ai oublié de te le dire, David, mais on a le droit de parler de désert psychiatrique en France? On peut dire ça. Alors, à la fois, il y a un manque de psychiatres, mais surtout, il y a un manque de considération de la santé mentale de manière générale. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'affaire des psychiatres, c'est l'affaire de l'ensemble des citoyens. Et je pense que ça, il faut déjà le noter. Et David, excuse-moi, je te pose des questions encore. Oui. Cette période de pandémie, on a beaucoup parlé de santé mentale. Un peu comme la santé publique, avec Martin Blachier, etc. Oui. Tu n'as pas le sentiment quand même que dans le regard des gens, santé publique, psychiatrie, à cause de la pandémie Covid, le regard a un peu changé quand même? Tu vois, quand on nous disait, il n'y a pas que le somatique. Il n'y a pas que le somatique. Vous nous dites de mettre des masques, mais les enfants, ça les perturbe. Après, ils vont voir un psychiatre. J'ai le sentiment quand même… Non, mais c'est les arguments qu'on entendait. Hein. Je ne dis pas que je les partage. Je dis pas que je les partage. Mais c'est ce qu'on entendait. Mais quand même, l'idée, c'était quand même d'attirer notre attention sur votre domaine. Tu n'as pas eu l'impression que le regard avait changé? Si, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui, que c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que c'est une des points aussi, c'est que je pense que tout élu ou candidat, quel que soit le mandat auquel il concourt, si je puis dire, il doit avoir un programme autour de la santé mentale. Il faut pouvoir aussi, qu'il puisse aussi répondre autour de ces questions-là. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est extrêmement minoritaire, malheureusement. L'autre point, c'est soutenir, développer, renforcer, structurer, harmoniser des initiatives, en passer de la réhabilitation, mais on parle aussi de l'intervention précoce pour les psychoses, le psychotrauma, la prévention du suicide. Il y a des actions qui se mettent en place. Vous avez certainement parlé du 3114, le numéro d'appel national du suicide. C'est une initiative géniale, ça. Mais derrière, il faut pouvoir suivre aussi derrière. Il faut aussi qu'il y ait une évaluation et qu'il y ait des moyens aussi à la hauteur des enjeux. Je rappelle que les tentatives de suicide, c'est quand même 200 000 par an, quoi. Donc, c'est une problématique extrêmement importante. La recherche aussi, on en a parlé. Un point qui me tient à cœur aussi, c'est l'aspect formation. Oui. Et David, et la problématique des suicides. La problématique des suicides chez les adolescents, pour avoir été confronté dans mon environnement proche à ce problème-là, mais il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure. C'est l'enfer. L'enfer.
Vas-y, je te laisse poursuivre. Alors, formation à la fois actualisée, ça c'est important, et précoce pour l'ensemble des professionnels de santé. Je précise bien l'ensemble parce que quel que soit le métier qu'on fait, on prend en charge forcément des personnes qui sont atteintes de troubles psychiques. Donc, ce n'est pas possible de passer à côté. Pour les professionnels de santé, mais aussi pour la police, pour le droit, pour la justice, parce que aussi on est confronté à ça. Je pense notamment à la police, où on a des fois des témoignages dramatiques autour de femmes portant plainte pour des agressions sexuelles, des traumas qui ne sont pas pris en compte, et ça, c'est juste pas entendable. La question aussi d'une formation, il me semblerait que ça serait vraiment obligatoire, c'est le premier secours en santé mentale pour l'ensemble des services accueillants publics, de pouvoir renforcer les compétences des personnes accueillantes qui puissent répondre au premier secours et pouvoir aussi orienter vers les ressources qui peuvent aider les gens. Et ça, David, est-ce que tu peux nous donner un exemple là de ce que tu dis? Parce qu'on sait tous que dans un Intermarché, il y a la valise avec le défibrillateur. Explique-nous, c'est quoi le premier secours en santé mentale? Alors, le premier secours en santé mentale, en fait, c'est comme les premiers secours en santé générale, c'est d'apporter de l'aide à quelqu'un qui est en début, ce qu'on appelle trouble de santé mentale, peut être une crise suicidaire, une agitation, une angoisse, etc. Donc, c'est déjà d'acquérir des techniques. Alors, je pense à Eleanor, des techniques relationnelles, c'est-à-dire de pouvoir accueillir ce qui se passe, de pouvoir apaiser ou accompagner et pouvoir aussi appeler des secours derrière de professionnels de compétences, c'est-à-dire par exemple des passionnant ça. C'est passionnant. Et ce serait super utile parce que déjà, il y a beaucoup de situations qui pourraient être solutionnables assez facilement. Et puis surtout, les gens seraient au courant qu'il y a des professionnels qui sont là. Il y a un gain de chance aussi pour les personnes qui présentent ce type de problème. Vraiment, ça vaut le coup. En termes de prévention, c'est absolument génial, je trouve. Et un point aussi important, je pense, c'est renforcer l'aspect de la liaison ville-hôpital et notamment la dichotomie psychiatrie somatique. Alors, un point que je n'avais pas dit quand même, c'est que quand on souffre d'un trouble psychique comme la schizophrénie, c'est 15 ans de perte d'espérance de vie quand même. 15 ans d'espérance de vie parce que mauvais suivi, parce que perte de chance, parce que stigmatisation, parce une personne atteinte de schizophrénie qui arrive en service somatique, ça fait très, très peur. Et malheureusement, il y a un certain nombre d'études qui ont montré que dans le Covid, justement, le fait de souffrir de schizophrénie, c'est une perte de chance aussi pour ça. Donc, il y a c'est ça, ce que tu dis là. On parle beaucoup du cancer et tout, mais la schizophrénie, pour moi, c'est une catastrophe. Bon, je vous interromps, on est obligé. Voilà. On est obligé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, les modérateurs? Rapidement. Ouais, si on déborde de 5 minutes, ce n'est pas un drame. De toute façon, ce n'est pas nous qui payons les heures supplémentaires. Alors. Arnaud, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Monique. Bon, c'est parfait. Monique de la Martinique. Monique, on n'a plus beaucoup de temps. Sois précise dans ta question. Oui. Alors, il y a une question, meilleure formation en santé mentale, pas uniquement pour les internes en psy. Mais bon, ça, David y a répondu en partie. Apprendre l'empathie à l'école. Ah, intéressant. Oui. Intéressant. C'est moi. Il y a une autre question. Dialogue tonico-émotionnel égale psychomote. Point d'interrogation. Ah, tu peux nous répondre, Florence? Moi, je réponds ou Philippe, tu veux répondre? Là, je te vois. Bah oui, j'ai eu beaucoup de mal. Vous m'entendez là? Oui, ouais, j'ai eu beaucoup de mal à me connecter. Mais bon, j'avais réservé la salle de conférence de mon service et rien ne fonctionnait. Donc, comme quoi, il y a du matériel un peu désuet. J'ai réussi à me connecter sur mon téléphone. Je vous ai écouté passionnément. J'osais pas vous interrompre parce que tout m'intéressait et tout me questionnait. Sur le dialogue tonico-émotionnel des psychomotes, bah oui, c'est le cœur de notre métier, hein. Le tonique avec l'émotion et l'émotion dans le tonus. Je résumerai ça comme ça, très rapidement, si ça vous va. Je sais pas ce que Florence en penserait. Bah oui, moi ça me va très bien. Moi ça me va très bien, c'est super. Oui, surtout oui. Sur le mouvement et la conscience, le ressenti. La contact à sa sensorialité pour aller vers l'émotion, voilà, tout un chemin. Ouais, et comme j'ai pas pu beaucoup parler, est-ce que je peux ajouter un petit mot? Vas-y. Bien sûr. Philippe, vous êtes Oui, je voudrais surtout parler des moyens humains parce que l'exemple, par exemple, d'un petit garçon qui dans sa classe commence à disjoncter, à s'agiter.
Les parents demandent un rendez-vous au CMP le plus proche, s'il y en a un. On met 6 mois ou plus à leur répondre. Au bout de 6 mois, au bout d'un an, on reçoit une situation qui est déjà passée dans la catastrophe et ça, c'est dramatique, quoi. Voilà, juste ce petit point-là. Alors, il y a aussi une autre Oui, question. oui, alors ça me Meilleure, fait penser. Attends, Monique, juste. Pardon, vas-y, Monique, vas-y. meilleure formation des travailleurs sociaux en psychiatrie. Et On en a parlé un petit peu. Il y a eu Oui, on en a parlé un vrai focus sur la nécessité de formation. Tout à fait. Christelle, tu veux dire quelque chose, Oui, Christelle justement, Baldet? sur les travailleurs sociaux, c'est hyper important. Je te rappelle que tu es infirmière anesthésiste, hein, donc j'espère que Oui. ce n'est pas pour dire une connerie. Non, les travailleurs sociaux qui touchent un public essentiellement mineur et qui ne sont absolument pas formés à la question des troubles psychiques. Voilà. Alors, attends, ce que tu nous dis, c'est que la formation, évidemment, elle doit être un peu cadrée. Nécessité absolue de former tous les acteurs qui touchent de près ou de loin les mineurs, parce que ça occasionne Qui touchent les mineurs, quand tu dis qu'ils touchent les mineurs, au sens figuré, bien sûr. Absolument. Oh, je ne peux pas parler sérieusement. D'accord. Non, mais c'est hyper important. Monique, est-ce qu'il y a encore des questions pour David, Philippe, Florence ou Éléonore? je n'ai pas vu d'autres questions. Par contre, le problème des infirmières scolaires qui ne sont pas suffisamment nombreuses pour prévenir justement au niveau psychiatrique et détecter les problèmes psychiatriques chez les enfants. Mais c'est impossible. Moi, alors ça, Monique, là, tu mets le doigt sur un truc. Moi, je voudrais interroger nos invités. La place, pour moi, en termes de prévention, la place des infirmières scolaires, elle est quand même fondamentale. Elles sont à l'école, sur place. Non, je ne dis pas qu'elles peuvent tout faire, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est un relais suffisant? Est-ce que c'est un relais effectif et efficient? Si on prend l'exemple du Québec, au Québec, dans les établissements scolaires, il y a les infirmières scolaires, les psychologues, les orthophonistes et il y a les psychoéducatrices. Et les psychoéducatrices, elles sont là vraiment pour l'adaptation de chacun, pour les enfants un peu agités, etc., pour l'inclusion scolaire. Mais les infirmières scolaires, elles sont là pour le dépistage, la vue, l'audition, les vaccins. Enfin, c'est aussi. On ne peut pas demander de tout faire à la même personne, c'est pas possible. Non, mais Éléonore, je ne dis pas de tout faire. Je dis la place dans le réseau, le maillon prévention, parce que quand les ados vont pas bien, elles vont voir l'infirmière scolaire. Voilà. Elles sont. Il faudrait les doubler. Il en faudrait le double. De toute façon, on va parler d'elle. Fermer les RASED. L'éducation nationale a fermé les RASED. C'est quoi les RASED? Les RASED, c'est les structures d'accompagnement interne à l'école qui font le relais avec une infirmière, des rééducateurs dans l'école. Et ça, c'était bien? Des structures qui étaient… alors moi, je ne les ai pas connues, mais c'était des structures dont tout le monde parle encore en disant qu'ils ont besoin de ces établissements, de ces lieux-là où les enfants sont pris en petits groupes, sont accompagnés au cas par cas, ont des interlocuteurs privilégiés et qui permet d'arrêter des sorties d'établissements intempestifs. Écoutez, c'était passionnant. Il faut arrêter. Il faut qu'on arrête. Il est 13h18 ou 19. On a déjà gratté 4 minutes. Écoutez, c'était passionnant. Je pense qu'on pourrait tout à fait… Vous savez ce qu'on va faire? On va mettre Audrey Bascovec. Bien. Alors, Audrey Bascovec, David, pour vous te présenter qui c'est celle qui est un petit peu qui organise tout. On va la mettre bien. On va lui dire de refaire une audition. Hein, vous ne croyez pas? Moi, je pense qu'il faut un acte 2. Si vous êtes OK, bien sûr. On va demander à Audrey de vous balancer les créneaux. Il faudra accepter, Philippe, vous venez aussi. Il faudra accepter l'idée que ce soit en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi, parce que les créneaux du midi et du soir sont pris. Et le matin, Audrey Bascovec, elle dort. Donc, on ne peut pas faire d'audition le matin, elle dort. Donc, voilà. Je vous remercie vraiment. C'était très intéressant. Merci d'avoir fait l'effort de propositions concrètes. Je trouve je plains les scribes. Il y avait bien des scribes, hein? Oui.
C'est Christelle Baldé? Non, c'est pas Christelle Baldé, tu l'oublies, Christelle Baldé. Bon, s'il y avait des scripts de prévus, c'est l'essentiel. Merci à tous. Vraiment, c'était passionnant et moi, j'en veux encore. Vraiment, j'en veux encore parce que j'ai le sentiment que là, on est un peu dans le vrai et que quoi qu'il en sorte et quoi que les élites en prennent, on ira, c'est moi le scribe. Il y a bien un scribe. Ok, Magali, j'ai vu. Ce sera intéressant pour les enfants et puis pour les adultes qui en ont besoin. Voilà. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. On se connaissait pas du tout, on s'était jamais parlé. Mais vraiment, merci pour ta participation vraiment comme cela, sympathique et efficace. Éléonore et Florence, on se connaît un petit peu mieux. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était vraiment super. Audition ce soir à 19h sur la santé mentale. Alors, je crois qu'il y a cette fois un psychanalyste réputé, je crois. Et, enfin non, réputé, hein, proposé par Camille. Et Camille, qui est psychologue, elle, fait partie du manifeste de psychologue très militant en ce moment. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Reposez-vous et rendez-vous à 19h tout à l'heure. Ça risque d'être très, très bien ce soir. Merci à tous. Philippe, et si quelqu'un de l'organisation peut prendre les coordonnées de Philippe pour l'intégrer dans la session qu'Audrey Bascoec, elle va rajouter, elle va me détester. Elle déteste quand je fais ça. Si vous pouvez prendre les coordonnées de Philippe pour les donner à Audrey. Allez, je vous embrasse, à très vite. Sur le fil. Ça marche. Éléonore, je voudrais tes coordonnées, s'il te plaît. Et moi, je voudrais remercier encore David Masson pour avoir répondu si vite, de manière inopinée. Merci. Ouais, vraiment, parce que vous avez bien compris qu'on fait ça avec beaucoup de cœur et de sincérité. Mais David, on est tous des professionnels, on bosse tous. Donc, il y a un côté associatif un petit peu bordélique, même si on essaie de faire des choses bien. Hein. On a quand même notre générique. Hein. Vous avez vu notre générique. Donc, on essaie de faire les choses bien. Mais effectivement, dans l'organisation, on pédale un peu parce qu'on s'est lancé dans un truc assez ambitieux. C'est très ambitieux de faire des auditions comme ça, pluriquotidiennes. Mais bon, on a une équipe de choc. Vous en avez eu un aperçu aujourd'hui. Donc, je suis pas du tout inquiet. À très vite et merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Et merci.